Chaque année, la biodiversité de notre planète se réduit. Des espèces animales et végétales s'éteignent à jamais. Pourtant, le combat n'est pas perdu d'avance. Ainsi, dans notre Europe, certains animaux sauvages reviennent alors qu'ils avaient failli disparaître. La nature, dès lors qu'on l'aide un peu, possède une formidable énergie vitale. Il fut longtemps l'une des figures marquantes de la faune sauvage en Méditerranée. Mais au milieu du XXe siècle, le flamant rose disparaît de ses rivages. Les lagunes du bord de mer, son habitat naturel, se réduisent. L'oiseau semble alors condamné. Pourtant, aujourd'hui, le flamand est de retour. Un retour voulu et organisé par un très petit nombre de passionnés. Un combat de 50 ans qui a vu le jour ici, au sud de la France, en Camargue. Yves, tu peux ralentir un petit peu, hein? Allez, on y va? Oh, on essaye d'aller tout droit en suivant Yves. Ah! Nous sommes à la fin du mois de juillet, sur l'étang du Fangassier. Ce matin-là, une étrange stratégie se met en place. Doucement, doucement. T'as vu les poussins des flamants nains ou pas, non? Il est plus clair? Laissez sortir! Ça y est, c'est bon? Allez, refermez. Doucement, 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 doucement. Pour quelques centaines de bénévoles, c'est un moment clé de l'année. Le bagage des jeunes flamands. Voici le maître d'œuvre de cette opération. Depuis plus de 50 ans, Luc Hoffmann est le principal artisan du retour de l'espèce. VA. De bas en haut. Je vais mettre... C'est bon, il est âgé? Allez, je vais mettre 4. Et 0. Il n'a pas mangé. C'est une taille 3. Auprès de lui se tient Alan Johnson. Alan Johnson a découvert la Camargue à l'âge de 20 ans. Le delta du Rhône exerce alors une fascination extraordinaire sur ce jeune Britannique. Depuis, Alan n'en est jamais vraiment reparti. Il a dédié toute sa vie au flamant rose, au point d'en devenir l'un des spécialistes mondiaux. Avec Luc Hoffmann, il a été de tous les combats pour la protection de cette espèce. Car passé le premier émerveillement, Alan Johnson va bientôt le constater. D'année en année, il y a de moins en moins de flamands en Camargue. J'ai vu des flamands pour la première fois lors de mon premier séjour en Camargue, c'était en 1961, sur la digue qui mène à Bauduc, et en fait qui étaient les oiseaux qui se trouvaient dans l'étang du Fangassier. Mais évidemment, je ne savais pas à cette époque-là que
le Fingassier allait devenir un des endroits les plus importants pour le flamand dans toute la région méditerranéenne. Comme beaucoup d'autres personnes, j'ai trouvé le flamand un oiseau magnifique de par ses couleurs et impressionnant de par sa forme et sa taille. En même temps, on peut dire qu'il est un peu bizarre, très différent des autres oiseaux. Le flamand n'est certes pas un oiseau discret, mais il a besoin d'une grande tranquillité, en particulier lors de sa reproduction. De tout temps, les flamands trouvaient refuge dans deux grandes régions de nidification, en Andalousie et au sud de la France, en Camargue. Or, dans ces années d'après-guerre, les oiseaux sont de plus en plus dérangés, les colonies sont morcelées et fragilisées. Les goélands, prédateurs naturels du flamand, prolifèrent et s'en prennent aux œufs. Les pilotes de chasse des bases aériennes voisines ont pris pour habitude de s'entraîner au-dessus du delta du Rhône, semant la panique chez les oiseaux. Le tourisme se développe et certains visiteurs vont jusqu'à ramasser les œufs de flamand dans leur nid. Le milieu naturel lui-même ne bénéficie pas encore à cette époque d'une protection efficace. Les lagunes du bord de mer sont menacées, leurs superficies se réduisent. Asséchées pour l'agriculture, urbanisées pour répondre à la demande de construction neuve, elles servent aussi à l'implantation de sites industriels, comme celui de Fos-sur-Mer, aux portes de la Camargue. Aussi, le constat est sans appel. À la fin des années 60, les Flamands ne nichent plus en Camargue. Privés de leur sanctuaire de reproduction, le nombre des Flamands diminue considérablement dans toute la Méditerranée. Car la ponte reste un moment clé pour l'espèce, et la présence des nids affiche sa bonne santé. Alors notre flamand, évidemment, c'est une espèce qui est grégaire, qui niche en colonies denses même. Et le flamand, pour nicher avec succès, il a besoin d'un îlot qui est entouré d'eau pendant la saison de reproduction, qui peut être de l'ordre de 3 mois à peu près. Alors cette eau est une assurance de maintenir à distance les prédateurs terrestres, qui sont le renard, le chien errant, les blaireaux ou les sangliers. Avant l'installation dans les colonies, les Flamands font des parades qui sont des sortes de danses, si vous voulez, qui réunissent des groupes allant de, disons, 10 ou 20 individus jusqu'à 300 ensemble, mâles et femelles mélangés. Et puis, ils font des parades avec le cou allongé. Les oiseaux pivotent la tête de gauche et de droite. Et ensuite, ils marchent, le groupe, quelques pas dans un certain sens, et puis quelques pas de retour, et puis ils s'arrêtent, ils font une salutation avec les ailes. C'est là où le flamand montre toute la beauté de son plumage pour attirer un partenaire. Et puis ces mouvements de parade se terminent avec une courbette aussi pour montrer la couleur des ailes. Et puis des faux toilettages, disons.
Ces étranges ballets débutent dès le mois de janvier, lorsque les oiseaux migrateurs qui arrivent d'Afrique rejoignent ceux qui n'ont pas voulu quitter l'Europe et qui ont passé l'hiver en Méditerranée. Malgré l'aspect collectif de ces danses amoureuses, le flamand demeure fidèle à un partenaire, une fois celui-ci choisi. Pivotement de la tête, marche, déploiement des ailes, courbettes, simulacre de toilette, la parade nuptiale des Flamands semble impénétrable. Mais elle a toujours pour fonction de stimuler les reproducteurs et de synchroniser les pontes. De ce fait, l'activité des Flamands au début du printemps sera l'objet de toutes les attentions des protecteurs de l'espèce. Nous sommes à la station biologique de la Tour du Valat. C'est depuis cette ancienne propriété agricole, ce mât provençal niché à l'ombre des platanes, que Luc Hoffmann va entreprendre le combat de toute une vie, la protection des oiseaux et la défense des zones humides. Originaire de Suisse, cet ornithologue découvre lui aussi la Camargue très jeune, juste après la Seconde Guerre mondiale. Agissant en véritable mécène, Luc Hoffmann achète des terres et constitue une vaste réserve de 2500 hectares. Un havre de paix pour la vie sauvage, mais aussi et surtout un centre d'observation unique pour étudier et comprendre un milieu naturel alors méconnu. La Camargue avait pour moi, en tant que Suisse, quelque chose d'exotique. Et c'est pour ça certainement qu'elle m'a particulièrement intéressé. Mais il y avait aussi un intérêt très scientifique. Pour moi, c'était évident que les zones humides avaient été négligées par la recherche. On savait quelque chose sur les forêts, sur les paysages agricoles, etc. Mais on savait très peu des zones humides. On pensait que les zones humides étaient des zones inutiles qui ne servaient pas à grand-chose et que la meilleure chose qu'on pourrait en faire, c'était de les drainer et de les rendre économiquement utiles. Aujourd'hui, la Tour du Valat et son centre de recherche constituent une référence scientifique mondiale dans le domaine de la protection des zones humides. Si le flamand demeure son oiseau fétiche, la réserve biologique ne s'interdit aucune recherche et affiche une conviction. La protection de la vie sauvage passe par sa gestion, et la gestion passe par la connaissance. Nous sommes environ 60 chercheurs, 60 personnes qui travaillons ici, basées en Camargue, mais travaillant dans différents pays en Méditerranée, pour en fait comprendre comment ces zones humides fonctionnent, pour mieux les gérer derrière. Certaines personnes travaillent sur les espèces, notamment le flamand rose, qui est un petit peu notre success story. Depuis 50 années, nous suivons les populations de flamand rose, nous les étudions pour ensuite prendre des mesures de conservation qui ont permis de sauvegarder cette espèce et de faire en sorte qu'aujourd'hui, la population de flamand rose soit en bonne santé, on va dire, dans tout l'ensemble du bassin méditerranéen. Mais nous travaillons également sur d'autres espèces, par exemple des espèces invasives. L'écrevisse de Louisiane, qui a été importée en Camargue, comme dans une grande partie de l'Europe, pose aujourd'hui des problèmes sur l'ensemble de la biocénose des zones humides. Eh bien, nous capturons ces écrevisses et nous étudions leur impact sur la faune et sur la flore et sur les zones humides en général. Nous travaillons également sur l'intervention, bien sûr, de l'homme, en quoi l'homme a besoin de ces zones humides pour vivre et pour avoir des activités économiques, et comment est-ce qu'on peut trouver le meilleur compromis entre des espaces et des milieux qui soient en bonne santé et qui procurent des services à l'homme. C'est cette fameuse gestion intégrée, cet équilibre entre usage et conservation. Et puis nous travaillons également sur
une thématique émergente qui est en quoi la santé humaine peut être affectée par ces zones humides. Et donc un certain nombre de virus, de maladies sont véhiculés soit par les moustiques, soit par d'autres espèces vivant dans les zones humides. Et bien voilà, nous faisons tout un travail de suivi, d'étude, de modélisation pour là aussi anticiper, comprendre comment tout cela fonctionne et mettre en place des stratégies de gestion des zones humides qui soient compatibles avec les activités humaines. À la fin des années 60, il faut aller vite. Les flamands ne se reproduisent plus. Le sauvetage de l'espèce va commencer par des travaux de terrassement. C'est Luc Hoffmann qui est le premier à identifier qu'il y avait un problème avec la reproduction des flamands en Camargue. Chaque année, il observait les flamands tentant de se reproduire à droite, à gauche, sur des îlots peu favorables à la reproduction de cette espèce en Camargue. Il les voyait échouer à la reproduction, se faire déranger par des sangliers, par des collectionneurs d'œufs. C'est grâce à son travail et à ses efforts qu'il a été identifié le fait qu'il manquait simplement un îlot favorable aux flamands pour se reproduire. C'est cet îlot qui a été construit dans les années 70 pour accueillir la colonie qu'on voit actuellement. Pour attirer les oiseaux, 500 nids artificiels y sont d'abord placés. Il s'agit de mottes de boue semblables aux nids naturels, fabriqués à partir de seaux en plastique, un peu à la manière des châteaux de sable des enfants. Les photos aériennes le montrent, cette initiative va s'avérer décisive. Vite adopté par les Flamands, l'îlot du Fangassier, cette étroite bande de terre d'un demi-hectare, devient leur plus important site de nidification de toute la Méditerranée. Il peut accueillir jusqu'à 10 000 couples, car les Flamands aiment à nicher tous ensemble. Depuis sa construction, 100 000 jeunes Flamands y sont nés. Ces naissances vont très vite redonner vie à toute l'espèce. Dès lors, dans toute la Méditerranée, les effectifs remontent. Aujourd'hui, 50 000 Flamands fréquentent régulièrement la Camargue. La présence d'une telle colonie constitue aussi une mine d'informations pour les scientifiques. Commence alors une seconde étape, celle d'une observation méthodique de l'espèce. Nous avons fait une tour d'observation placée à 70 mètres de l'îlot de reproduction des flamands. Pour pouvoir surveiller l'ensemble des flamands, cette tour elle est occupée pratiquement toute la saison de reproduction par des scientifiques pour voir avec quel succès les flamands nichent dans les différentes parties de l'îlot selon l'âge des flamands, etc. Pour entrer dans cette tour sans déranger les flamands, et je suis assez fier de dire que nous n'avons jamais dérangé les flamands, nicheurs, il a fallu trouver un moyen d'y accéder en se cachant. Et cela se fait avec un bateau, qui est à l'origine un bateau d'enfants, en fait, en plastique, sur lequel une bâche a été construite. Et puis on pousse cette cache à travers l'eau et souvent on peut passer à quelques mètres des flamands qui ne craignent pas du tout cet engin. À partir de 1969, le flamand a commencé à se reproduire chaque année
les effectifs se sont renforcés. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, mais finalement, on connaît peu de choses sur la biologie de reproduction des flamands. Et ce serait bien de recommencer un programme de bagage comme l'avait fait M. Hoffman dans les années 40. Les premières captures des oiseaux pour les marquages se sont faites d'une façon un petit peu artisanale, parce qu'à l'époque, contrairement à ce qui se passe maintenant, il fallait attraper les oiseaux à l'unité en courant après eux. Alors ça doit être assez folklorique. J'ai pas vu d'image de cette époque, mais on a quelques photos d'archives qui sont assez intéressantes. Est-ce que vous voulez que l'équipe numéro 1 aille à l'eau? Je pense que le numéro 1 peut aller à l'eau un peu après la tour. Il est vrai qu'au début, il fallut tout inventer. C'est quelle équipe, Jean-Paul? Aucune idée. Tu regardes, c'est BSTJ. Petit à petit, l'expérience aidant, les gestes sont devenus plus sûrs et les techniques plus précises. Et puis l'artisanat des débuts a cédé le pas à une organisation rigoureuse. On a cette année une crèche d'environ 3000 poussins qui sont localisés donc ici, tout près de l'îlot de reproduction. L'opération va se dérouler donc par équipe. Donc les équipes impaires vont descendre par la digue centrale pour se mettre en place et les équipes paires par la digue de Briscon. On a 3000 poussins dans la crèche, au moins, et on n'en veut que 800. Donc s'il y a des poussins qui, de façon assez isolée, partent et traversent et s'enfuient, entre guillemets, il faut les laisser partir, il ne faut pas courir après chacun des poussins. Il faut éviter les mouvements de masse qui repartiraient vers l'arrière, mais s'il y a des poussins qui, comme ceux-là, repartent et s'enfuient, il ne faut vraiment pas leur courir après. Voilà, donc le rendez-vous est prévu donc au nord du Fangassier. On vous demande d'être présent à 5h30 précise. À l'heure dite, près de 250 rabatteurs se tiennent prêts, sous la direction d'une vingtaine de chefs d'équipe. Ouais, je pense que là, il n'y a plus de soucis, elle est remontée, tous les bouts sont quasiment regroupés. Hein. Il n'y a plus de soucis, tu peux remonter sur la digue. Marc, doucement! Marc, doucement! Attends que les autres ils s'alignent derrière! Arrêtez un peu! Arrêtez là! Attendez d'être bien alignés! Une fois les adultes envolés et la colonie entourée, il faut procéder doucement pour éviter tout mouvement de panique chez les jeunes. Ceux-ci sont alors poussés vers un enclos, le corral. Patrick, s'il y a des bouts qui sortent, laisse passer. Hein. Hop! Allez, hop! 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 Allez, hop! Hop! Allez! Allez! Hop! On regarde tout ça, hein. Allez, hop! Hop! Les scientifiques ont fixé à 800 le nombre des jeunes flamands à baguer, afin que les données collectées soient suffisamment représentatives dans l'avenir. Dans un premier temps, près de 2000 jeunes se retrouvent prisonniers. Le bagage proprement dit et tout le travail scientifique qui l'accompagne peuvent alors débuter. Par contre, il est petit mais costaud, hein. L'énergie. Voilà. De haut en bas, oui, de haut en bas, c'est parfait. 2003. JHTJ du bas vers le haut avec la 64. Et c'est bon. Un bébé lui. Oui. 250.
Vous avez bien marché dans le quoi. Gaëtan JFXJ 1700. Toutes ces mesures, de la pesée jusqu'à la prise de sang en passant par la récolte des plumes, vont alimenter une gigantesque base de données. À ce jour, les équipes de la Tour du Vala disposent de 500 000 informations concernant les flamants roses de Méditerranée. Il est teigneux, hein? Ouais, c'est teigneux. Tu veux jeter la tête? Non, c'est bon. Et 220. Dès le milieu de la matinée, le bagage est terminé. Il confirmera que le flamand peut se révéler un grand voyageur. Si un tiers des jeunes nés au Fangassier ne s'éloignera guère des côtes françaises, les autres pourront parcourir de grandes distances. Ainsi, certains ont été aperçus en Guinée ou en Égypte, à des distances de plusieurs milliers de kilomètres. Mais les mouvements des populations sont complexes à suivre, et les raisons qui les dictent encore mal connues. Les oiseaux qui ont été bagués en Camargue ont très vite été revus sur d'autres colonies en Méditerranée, revus donc par des chercheurs, mais aussi par des ornithologues amateurs qui nous envoient leurs observations. Petit à petit, s'est constitué un véritable réseau d'observations et d'études des flamants roses, ce qui permet d'apporter des réponses à cette question de la dispersion et des mouvements des flamands entre les colonies de la Méditerranée. Nous sommes à Comacchio, une petite ville italienne proche de Venise. Aux portes de la cité, un parc naturel a pris la place d'anciens marais salants. Entre lagunes et marécages, une colonie de flamands s'y est implantée. Les relevés scientifiques le prouvent. Les Flamands revenus s'établir en Italie du Nord sont issus des populations camarguaises. Suivant l'exemple de l'îlot du Fangassier et appliquant les mêmes méthodes de protection, les naturalistes italiens ont créé leur propre site de reproduction. La saline de Comacchio abrite maintenant près de 2000 couples nicheurs. Dans le parc naturel du delta du Pô, le flamand s'est rapidement imposé comme la vedette du lieu. Line of sticks there in this pen is where the Kojak left. Fenicotteri sono arrivati in gran numero. Après la création du parc naturel, un grand nombre de flamants roses sont venus s'établir dans la saline de Comacchio. Pour nous, il s'agissait d'un signe très encourageant. Pour le grand public, ces flamands ont vite constitué la principale attraction. Les flamands ont influé dans une proportion importante sur notre manière de gérer le parc naturel. Il est aussi plus facile de juger du résultat d'une action entreprise en observant les flamants roses plutôt que les autres oiseaux. Par exemple, nous décidons du niveau des eaux du parc en fonction des flamands. Et bien sûr, ces décisions entraînent des conséquences pour toutes les autres espèces. Les pontes sont de quelle date?
Il 2 aprile, sì. Le 2 avril. Mais là, je n'ai pas l'impression que les goélands dérangent beaucoup. Sì, sono... Vai, vai. Il dérange. Ils dérangent quand même. Ouais. Le parc naturel vit donc au rythme des grands échassiers, même si on y dénombre plus de 300 espèces d'oiseaux. Dans toute l'Italie, les colonies de flamands prospèrent. En Sardaigne, près de Cagliari et dans les Pouilles, le flamand niche maintenant depuis une quinzaine d'années. Une grande tranquillité et des lieux conçus pour la ponte des œufs. La recette mise au point à la tour du Vala semble bien fonctionner. Mais le milieu naturel du flamand doit aussi lui assurer son alimentation. En Méditerranée, le flamand rose a toujours profité de l'exploitation des marais salants. Mais en Camargue, comme dans toute l'Europe, la récolte du sel est remise en cause. Depuis maintenant 3 ans, l'activité salinière s'est arrêtée. Et puis depuis 2 ans, le parc naturel régional gère cet espace. Et donc la préoccupation qu'on avait, c'était bien entendu de maintenir en eau le milieu, mais sans le pompage à la mer. Donc ça a été une partie des gros travaux qui étaient entrepris cet hiver. Ça a été de pouvoir, de manière gravitaire, alimenter les étangs, et notamment l'étang du Fangassier. Alors on bénéficie à la fois de la montée du niveau de la mer quand même quand il y a des vents du sud, et puis de manière gravitaire des canaux d'irrigation et d'assainissement qu'on a mis en contact avec l'étang du Fangassier. Une gestion rigoureuse qui nécessite de gros efforts et une parfaite connaissance de ces lagunes d'eau saumâtre. La montée des eaux de mer, puis leur évaporation au soleil, reste un processus complexe qui, de mars à octobre, aboutit à la récolte du sel. C'est le maintien de cette activité qui, en assurant un niveau des eaux constant jusqu'à la fin de l'été, a permis aux flamands de trouver refuge et de se nourrir dans de bonnes conditions. Elle a aussi préservé des zones entières dédiées à l'exploitation du sel, qui ont ainsi échappé à des programmes de drainage et d'assèchement. Les flamands s'alimentent évidemment dans les eaux, surtout les eaux salées ou saumâtres, généralement de faible profondeur. Et les flamands s'alimentent de plusieurs manières. Ils peuvent effleurer la surface de l'eau ou bien se nourrir en filtrant dans la colonne d'eau ou bien en conjuguant des mouvements des pattes. Elles peuvent rechercher la nourriture qui est enfouie dans la vase. Ce comportement particulier est dû à la forme de son bec qui s'est parfaitement adapté à la quête de nourriture dans les eaux peu profondes. Il lui sert tour à tour de pelle, de filtre ou de pic. Le flamand aime aussi piétiner la vase. Le trouble ainsi créé ramène vers la surface les petites larves dont il est friand. La nourriture principale du flamand, ce sont des insectes et les larves d'espèces aquatiques. On pense souvent que le flamand il mange surtout des crevettes. Il est vrai que la petite crevette qui est l'Artemia salina, se trouve en abondance dans les eaux salées ou hyper salées. Mais le flamand, il va aussi de temps à autre dans les eaux qui ne sont pas du tout salées. Et évidemment, il cherche d'autres organismes. Parfois, quand il y a pénurie de nourriture, les flamands peuvent se nourrir des graines de plantes aquatiques. Et là-dedans, on peut aussi mettre le riz. S'il pratique quelques incursions en dehors de son biotope naturel, le flamand en reste très dépendant. Sans les lagunes du bord de mer, l'espèce ne peut survivre. Nous sommes en juin
Et en Camargue, c'est bientôt le moment des naissances, une période qui engendre beaucoup de déplacements chez les grands échassiers. Ces flamands qui passent presque sans arrêt le soir sont en train de venir des zones d'alimentation où ils ont passé la journée, soit dans la réserve nationale de Camargue, soit même sur le Languedoc, car il y a certains flamands qui font 50 ou même un peu plus de kilomètres pour aller s'alimenter. Et là, ils retournent vers le site de reproduction, vers l'îlot du Fingassier, et il y aura un changement de partenaire. Donc l'oiseau qui a couvé depuis 1, 2, peut-être 3 ou 4 jours même, va être relayé au nid et le partenaire va ensuite partir. Il n'y a pas de cérémonie lors des changements de partenaire. Tout simplement, le mâle ou la femelle revient au nid, souvent secoue ses pieds pour faire tomber les gouttes d'eau avant de monter sur le nid et de prendre la relève pour incuber lui-même pendant 2, 3, 4 jours. Après avoir couvé pendant quelques jours, ils aiment bien se baigner dans l'eau parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils nichent dans la boue. En période pluvieuse, ils peuvent se couvrir le plumage de boue, de limon. Et évidemment, c'est très important pour les flamands comme pour d'autres oiseaux de bien maintenir les plumes, non simplement pour parader, mais pouvoir voler aussi. Au printemps, les flamands ont besoin de toutes leurs facultés, car avec la ponte, une nouvelle menace ne va pas tarder à apparaître. Celle des goélands qui cherchent à s'emparer des œufs ou des jeunes. Puisque les flamands nichent sur un îlot, on peut considérer que les visites par les renards ou par les sangliers sont quand même exceptionnelles. Mais par contre, il y a tout le temps, pendant toute la saison de reproduction, les flamands sont couverts, sont harcelés par les goélands. Les goélands ont été un problème pour les flamands depuis de nombreuses années, et surtout au début des années 60, quand le nombre de flamands était pas très élevé, il y avait nettement un déséquilibre et il fallait intervenir, c'est-à-dire qu'on a mis des appâts dans les nids de goélands pour les endormir, pour limiter la prédation sur les flamands. Maintenant, ce n'est plus le cas du tout. Les flamands, ils ont augmenté leurs effectifs. On peut très bien accepter un certain niveau de prédation chaque année. Et il n'y a absolument pas besoin d'intervenir pour limiter les effectifs de goélands. Trois semaines après leur naissance, les petits flamands voient leur duvet virer au gris. Ils s'affranchissent de plus en plus de leurs parents et s'aventurent en dehors de l'îlot de reproduction. Puis les jeunes se regroupent entre eux. La crèche est alors formée. Mais au printemps dernier, sur l'étang du Fingassier, les naissances se sont mal passées. On a une petite crèche cette année. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un dérangement de la colonie une semaine avant l'éclosion des poussins, donc au mauvais moment. Ce dérangement a été occasionné vraisemblablement par un petit paramoteur, ou quelque chose comme ça, qui se serait approché trop près
de la colonie. On avait à ce moment-là 10 000 couples. On est passé en un jour à 4 000 couples. Et après, on a eu un week-end très orageux qui a provoqué l'abandon de pas mal de nids aussi. On est passé à 2 000 couples et on a aujourd'hui 500 poussins. « 500 poussins seulement. Même au cœur d'un sanctuaire comme la Camargue, les naturalistes ne peuvent relâcher leur attention. Le moindre dérangement et c'est la catastrophe. Toute une saison de ponte peut être perdue. Cette alerte ne remet pas en cause le retour de l'espèce, mais elle nous rappelle combien sa situation reste fragile. Pour Luc Hoffmann, comme pour tous les scientifiques de la Tour du Valat, la priorité réside maintenant dans la préservation du milieu naturel. Beaucoup de recherches ont été faites dans les zones humides et aujourd'hui on sait que les zones humides sont une partie extraordinairement importante de la nature sauvage. Ils ont des relations, des influences sur toutes les autres catégories de milieux. Et on a trouvé qu'avec le temps, qu'une disparition des zones humides était une grande perte pour le fonctionnement, pas seulement de ces zones humides, mais de la nature tout entière. Toute cette persévérance a donc abouti au sauvetage de l'espèce. Sur les rives occidentales de la Méditerranée, le flamand a retrouvé ses territoires. Il ne les quittera plus tant que nous saurons lui assurer une attention de tous les instants.